Et si je vous disais que le meilleur studio animé du monde n'était pas Disney, ni Pixar, et encore moins DreamWorks, mais un studio japonais né en 1985 dans ce petit immeuble de 2 étages, où les employés méditent pour éveiller leur créativité et où, à l'heure de l'intelligence artificielle, dessinent encore à la main. En 2001, il reçoit l'Oscar du meilleur film animé, un fait tellement rare que c'est la dernière fois qu'un film non américain a reçu ce prix depuis. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit du studio Ghibli, fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Et ce qui est fascinant avec les artistes de studio, c'est que leur secret ne réside pas dans le toujours plus de technologie. Bien au contraire. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi Disney s'est plié en 4 pour collaborer avec un studio 100 fois plus petit que lui et comment 2 dessinateurs indépendants ont changé votre enfance à jamais. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on parle d'un élément qui démarque en tout point le studio Ghibli et Disney, leurs méchants. Qu'on ouvre grand la porte, l'esprit s'en va! En 2001, le studio Ghibli présente au monde Le Voyage de Chihiro. C'est le récit fantastique d'une petite fille condamnée à travailler dans un bain-douche peuplé de mystérieuses créatures. Chihiro est déterminée à s'enfuir et à retrouver ses parents. Avec son univers exceptionnel, Le Voyage de Chihiro est considéré comme un classique du cinéma, tout genre confondu. Et vous vous souvenez forcément de cette espèce de fantôme masqué, il s'appelait Kaonachi et ne parlait pas. Et il y a une scène du film qui m'a profondément marquée, c'est lorsqu'il avale un personnage, une petite grenouille obsédée par l'argent, et aussitôt avalé, il récupère sa voix. Kaonachi est vraiment vicieux parce qu'il offre des pépites d'or à ses victimes avant de les dévorer. Mais Chihiro refuse systématiquement ses cadeaux. 20 ans après la sortie du Voyage de Chihiro, je me rends compte que ce film pose une question qui est totalement absente des films Disney. Pourquoi elle se comporte comme ça ? Qu'est-ce qui se cache derrière les actions du personnage qui endosse le rôle du méchant ? Derrière chaque méchant, il devrait y avoir une histoire, quelque chose qui explique son comportement actuel. Dans Le Voyage de Chihiro, Kaonachi est un prétexte pour aborder le thème de la quête d'identité. Il ne sait pas qui il est et ça détruit sa vie et celle des autres. À la fin du film, Chihiro lui fait accepter son vrai visage, il n'a pas besoin d'acheter son amitié et de tout consommer sur son passage pour être quelqu'un. Une fois qu'il a compris ça, Kaonachi a des rapports beaucoup plus sains avec les autres. Dans Disney, le mal est souvent incarné par un personnage caricaturé, souvent une méchante sorcière vieille et donc forcément jalouse de la beauté d'une plus jeune. Regarde dans ce miroir. Sais-tu ce que je vois ? Je vois une jeune femme, ravissante, pleine d'assurance et d'énergie. Tu es là, toi aussi ? Ce qui est frappant dans les Disney, c'est que les méchants n'ont absolument aucune nuance. Ils sont méchants parce qu'ils sont méchants. Voilà ce qu'on intègre devant un Disney lorsqu'on est enfant. Tu m'appartiendras. Chez Ghibli, on nous pousse à comprendre les antagonistes. Par exemple, dans Le Château ambulant, la sorcière des Landes est une femme solitaire avec des regrets. Hayao Miyazaki, qui est celui qu'on retient principalement quand on pense à Ghibli, croit en l'importance de la complexité, de la nuance même pour les antagonistes. Et cette vision de l'art de raconter des histoires me fait penser à Karaba dans Kirikou et la sorcière. Dès qu'il sort de terre, il est perdu. À la fin du film, on comprend que l'épine dans le dos de Karaba est le symbole de ses traumatismes du passé. Et qu'une fois libérée, c'est en réalité une femme aimante. Peu importe le film, les méchants les plus intéressants le sont parce qu'ils ont une histoire. Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. Oui, dans une histoire, on a un personnage qui a une quête, il veut quelque chose, et dans cette aventure, il fait la rencontre d'un méchant qui vient l'entraver. Mais ce méchant a également une quête qui, à ses yeux, est tout à fait noble. Et ça, vous voyez, je pense que ça a une répercussion sur notre vision du monde, sur l'altérité, sur l'autre, sur celui qui ne nous ressemble pas, celui ou celle qui nous fait peur. Bref, Ghibli développe une émotion sans laquelle il est difficile de créer, l'empathie. C'est loin d'être anodin de faire travailler une petite fille dans une maison pleine de prostituées. Parce que oui, c'est le cas dans Le Voyage de Chihiro. Miyazaki les dépeint toujours habillées, on y voit leur force de caractère, les conditions misérables dans lesquelles elles vivent et la solidarité dont elles font preuve, notamment vis-à-vis de Chihiro. Il me semble que j'avais à peu près 9 ans la première fois que j'ai découvert ce film et tous ces thèmes qui a priori n'intéressent que les adultes. Mais le studio Ghibli croit en l'intelligence illimitée des enfants et en leur imagination débordante. Si beaucoup de personnes ont pour la première fois pleuré devant un film à cause de Jack dans Titanic, moi j'ai versé toutes les larmes de mon corre en regardant Le Tombeau des Lucioles. C'est un kamikaze. Ça
ça ressemble à une luciole. Oui, c'est vrai. Et si on attrapait des lucioles? Allez, glisse-toi dessous. Ah, je vois ton visage. Et moi le tien. Ça te fait une barrette. Des lucioles sous une moustiquaire, c'est comme des flocons de neige sur une vitre. C'est un chef-d'œuvre du cinéma signé Isao Takahata qui suit le périple d'un frère et sa sœur pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce film était ma première expérience avec la mort. Celle de Satsuko, un personnage que j'adorais et qui n'a malheureusement pas survécu à la famine qui grouillait au Japon. Un matin, j'ai mis les restes de Setsuko dans la boîte de bonbons. Et j'ai quitté notre refuge à tout jamais. Alors que je n'étais qu'une petite fille, Isao Takahata m'a expliqué ce qu'était la mort, la guerre et la faim. Elle a dit que maman était morte et qu'on l'avait mise dans une tombe. Et à cause de la fin du film, je pense que j'ai un rapport difficile à la pastèque. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous a marqué. Disney a quand même tiré des leçons du succès de Ghibli en intégrant des thèmes un peu plus matures, un peu plus complexes, notamment dans La Reine des Neiges, qui est une tentative de rupture avec les contes de fées traditionnels. Mais bon, on retiendra surtout une chanson. Même si le voyage de Chihiro et le tombeau des Lucioles ont connu un succès phénoménal, toute la poésie du studio réside dans un personnage créé en 1988. C'est le Mickey de Ghibli, je parle bien sûr du gentil monstre Totoro. En analysant ce film, j'ai compris pourquoi les studios américains les plus fortunés n'avaient aucune chance de rivaliser avec le studio Ghibli. Parce que l'essence de la magie Ghibli est ancrée dans la société japonaise depuis des millénaires. En tant que spectateur, on a un rapport tendu avec le silence. Il est annonciateur d'un meurtre dans les films d'horreur, le signe d'une tension érotique dans les comédies romantiques, et dans mes podcasts, j'utilise le silence pour signifier que ce que vient de dire mon personnage est extrêmement important. Hayao Miyazaki utilise le pouvoir du silence de manière magistrale dans Mon voisin Totoro. Son silence ne nous met pas mal à l'aise. Au contraire, il apaise. Dans Mon voisin Totoro, le moment où Mei et Satsuke attendent à l'arrêt de bus est marqué par l'absence de dialogue. Et ça renforce la simplicité de ce moment et la beauté de la nature qui les entoure. C'est toi, Totoro? C'est impossible d'imaginer une scène pareille dans un Disney qui est fait de bruit, d'action, de chant. Le silence, c'est vraiment le pire ennemi d'un Disney, il faut le meubler à tout prix. Dommage, car c'est à cet endroit que naît l'imagination, celle des enfants et des adultes. Le silence est utilisé pour capturer les moments d'intimité. Dans le film Ponyo sur la falaise, les moments où Ponyo et Sotsuke se comprennent sans mots renforcent la pureté de leur amitié. Les paysages naturels, omniprésents des films Ghibli, sont souvent accompagnés de moments de silence qui invitent à la méditation. Parce que oui, on médite devant un Ghibli. Le paysage est un personnage à part entière qui raconte quelque chose. Disney ne peut pas reproduire la magie de Ghibli parce qu'une machine ne rivalisera jamais avec le cœur d'un homme. En 2018, Isao Takahata, le cofondateur de Ghibli, est décédé. Ces dernières années, Miyazaki a pris 2 fois sa retraite avant de revenir aux manettes de Ghibli. Aujourd'hui, il a 83 ans et son studio s'est fait racheter par un grand groupe japonais. Après 40 ans à fasciner nos imaginaires d'enfants, la magie Ghibli pourrait bien disparaître avec lui. 今の人類の夢っていうのはみんな呪われてますよ、どっかで。美しく呪われた夢ってことが多いんですよ。金を稼ぎたいとかそういうのは全部論外。有名になりたいっても論外。そんなのクソくらいで。そういうことじゃない。かつてそういう映画が作られたことがあったかもしれないけど、今も映画の価値があるわけじゃない。多くはくだらないんですよ、僕らのこの世界は。
Raconter des histoires qui impactent le monde n'est pas le monopole des dessinateurs ou des cinéastes. Moi, j'ai misé sur le podcast documentaire et fiction. J'ai pu raconter des histoires et atteindre des milliers de personnes sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Je vous ai préparé un guide du podcast gratuit où vous trouverez des informations précieuses pour démarrer votre émission, votre fiction ou votre documentaire. Le lien de téléchargement est dans la description et n'oubliez jamais, raconter l'histoire, c'est détenir le pouvoir.